Merci beaucoup. Eh ben, on va y aller et je vais appliquer la bonne technique de m'asseoir pour pas être devant l'écran. Puis ça fera un talk plus détendu et ça m'éviterait de courir partout, même si je pense que je vais quand même le faire. Oui, c'est ce que je me disais aussi, c'est pour ça que je le tenais là en me disant oulala. Bon, alors un talk que je prépare pour une conf un peu plus tard dans l'année et dont je suis très fier de donner la primeur à Paris JS, qui est mon meetup préféré à Paris. JavaScript Bender, aucun rapport avec Futurama, c'est plutôt un rapport avec Avatar The Last Airbender. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Vladimir, je suis staff engineer chez Datadog, je suis core collaborateur sur Node.js et je viens de penser qu'il fallait que je fasse un peu de pub. J'ai un cours sur Coursera qui s'appelle JavaScript Security, donc si vous voulez revoir les bases de la sécurité front-end ou back-end, savoir ce que c'est vraiment une prototype pollution, n'hésitez pas et vous pouvez me suivre sur Twitter où vous verrez les retweets de tous mes talks qui contiennent à peu près le même contenu que les cours, donc de façon gratuite. Aussi, vu que je suis dans les annonces, hier, il y a l'ETNA, qui est une école d'informatique en alternance à Paris, qui a sorti le premier épisode d'une web-série sur les femmes dans la tech, qui est extrêmement intéressante. J'ai eu la chance d'y participer, donc on peut me voir 20 secondes dans le troisième épisode, et il y a des femmes extrêmement brillantes qui interviennent sur les 6 épisodes de ce web documentaire, donc je vous conseille, je vous recommande très fortement d'aller le voir, c'est vraiment superbe. Maintenant, on va aller un peu faire le talk qui fait mal à la tête et qui fait des besoins de Doliprane. Qu'est-ce que c'est que V8? Oui, il y a quelques animations cheesy dans la première partie du talk, mais promis, au bout d'un moment, ça s'arrête. Alors, V8, c'est un JavaScript engine, c'est un moteur JavaScript. V8, moteur, jeu de mots. Et le champ lexical de l'automobile est utilisé un peu partout dans les internals de V8. Et oui, je suis la seule personne au monde à utiliser le champ lexical en dehors des cours de français au lycée. Alors, il y a d'autres moteurs JavaScript sur le marché. On peut avoir SpiderMonkey, qui est celui qui a été fait par Mozilla. On a JavaScript Core, qui est celui qui est fait par Apple pour Safari. Et V8, c'est celui qui est fait par Google. Et qui est utilisé dans beaucoup de projets, qui va être utilisé dans Chrome, Chromium, Node.js, Dino, Microsoft Edge, Mini Racer et plein d'autres. À une époque, si je dis pas de bêtises, MongoDB l'utilisait avant de passer sur SpiderMonkey. C'est une codebase totalement en C++, à part quelques morceaux en TorqueWick et un langage custom. Et si vous voulez apprendre des choses vraiment hardcore dessus, vous allez sur v8.dev. D'ailleurs, 90% du contenu de ce talk, je me suis référé à v8.dev pour pas dire trop de bêtises. Alors, V8, c'est un moteur JavaScript. Ça veut dire que ça exécute du JavaScript. C'est-à-dire que si je lui passe le bout de code for let i égale 0, i inférieur à 10, plus i, console.log i, et ben il va me printer tous les nombres de 0 à 9. Jusque-là, tout va bien. Alors vous notez, j'appelle V8 directement, j'utilise pas Node, j'utilise pas Deno. Il y a un petit tool fait par Google qui s'appelle JSVU qui permet d'installer les moteurs directement si vous voulez comparer des benchmarks de SpiderMonkey ou V8 sans vous dire qu'il y a une couche autour qui risquerait d'influer les perfs. Et ben c'est un tool assez sympa. V8, ça exécute du JavaScript, mais dans un contexte. Qu'est-ce qui se passe si j'exécute ce bout de code directement dans V8? Eh ben, ça me crache au nez. Parce que document is undefined, et même si document était defined, getElementById ne serait pas defined. Parce qu'en fait, c'est pas V8 qui vous fournit les API d'accès au DOM, à la page HTML. C'est le navigateur. Parce que V8, ça n'exécute que le JavaScript. C'est-à-dire la spec d'ECMAScript, qui est écrite par l'ECMA International au sein du TC39. Mais les API du DOM, elles sont définies par le W3C, qui n'est pas l'ECMA. Et V8 ne s'occupe pas du W3C. Chromium, dans son ensemble, s'en occupe. Donc, Chrome va prendre V8 comme un des sous-composants et lui fournir des méthodes qui vont être accessibles dans JavaScript pour interagir avec le DOM. Et pareil, Node va embed V8 et fournir le module FS pour accéder au file system qui n'est pas dispo dans le browser. Ça, c'est un de mes favoris, c'est Mini Racer. Les plus Rubyistes d'entre vous le connaissent. C'est un module qui en fait permet d'appeler V8 depuis Ruby ou d'exposer des fonctions en JavaScript, mais qui appellent du code Ruby. C'est-à-dire que si je crée une fonction qui s'appelle mySuperFunctions that reads the file system in Ruby, je peux l'exposer à du code JavaScript, l'exécuter dans Mini Racer, et ça va appeler directement mon code Ruby. Et en fait, c'est exactement comme ça que Node, Deno et Chrome sont conçus. Ils prennent V8 et ils exposent des API, des fonctions
que V8 peut appeler pour faire d'autres choses. Ok? Alors maintenant, on va se poser un peu la question de qu'est-ce qui se passe quand je donne un bout de code à manger à V8. Donc on va commencer par une fonction qui n'est pas bien méchante, qui s'appelle myAddition, qui prend deux arguments A et B, et qui va faire A plus B. Et après, on va la mettre dans une boucle, et on va l'appeler avec des i qui changent tout le temps, qui augmentent. Vous notez qu'il y a un moment, je le push dans une array. Ça, c'est juste pour pas que V8 soit trop smart et optimise le code en disant l'appel à myAddition est un op, donc je vais même pas l'exécuter. Je réexpliquerai ça un peu plus tard, vous en faites pas. Donc j'ai mon code à gauche, puis je le donne à V8 qui va le parser. Donc il le parse, il le lit avec une grammaire et il définit ce qu'on appelle l'AST, l'Abstract Syntax Tree. L'AST, voilà, c'est une représentation du code. Et il va l'envoyer à un premier composant qui s'appelle ignition, champ lexical du moteur toujours. Et ignition, ce qu'il fait, c'est qu'il va générer un bytecode. Parce que JavaScript, c'est quand même historiquement un langage interprété. Donc pour l'interpréter, le moyen le plus simple qu'ils ont trouvé, avec des bonnes perfs, c'était de faire un bytecode. Donc vous avez un bytecode, comme en Java, un code intermédiaire entre le code machine et le code haut niveau, et ils vont l'exécuter ligne par ligne. Mais on peut exécuter le code plus efficacement sous certaines contraintes, et on va y revenir. Et donc il y a un deuxième composant qui s'appelle turbofan, qui lui va observer comment se comporte le code en bytecode, le code interprété, et va proposer des optimisations directement en assembleur. C'est-à-dire que votre code JavaScript, on l'exécute d'abord dans du bytecode, à l'ancienne, en code exécuté selon des slow paths, et au bout d'un moment, si on se rend compte qu'on peut en obtenir du code assembleur, comme si vous l'aviez écrit en C, en Rust ou en Go, eh ben on va générer le code assembleur et commencer à exécuter le code assembleur plutôt que le bytecode V8. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système d'optimisation? Eh ben, ça tombe bien parce que c'est toute la suite du talk. On reprend notre petite fonction myAddition. Et on sait que globalement, il y a deux choses qui font que c'est facile d'optimiser du code en JavaScript. C'est quand la fonction elle est inlineable, c'est-à-dire qu'elle est petite. Elle est suffisamment petite que pour qu'on dise dans le code exécuté, plutôt que de faire un jump pour aller appeler la fonction, on va aller réécrire le code de la fonction à l'endroit où elle est appelée. Celle-là, c'est pas trop méchant de réécrire le code A plus B à tous les endroits où elle est appelée. Et c'est même plutôt efficace parce que vous gagnez un appel de pointeur. Oui, j'ai dit pointeur dans un meetup JS, je suis désolé, vous pourrez me jeter des cailloux. Et si les fonctions ont une signature stable, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est si ma fonction, elle prend toujours des arguments qui ont le même type, et elle retourne toujours une valeur de retour qui a le même type. Encore une fois, si cette fonction avait été écrite en C, on aurait pu la compiler directement en assembleur, alors que là, eh ben, il faut qu'on observe qu'elle est optimisable et scriptible en assembleur. Alors, est-ce qu'on peut regarder comment ça se passe under the hood? Bien sûr, c'est V8. Donc, on prend myAddition, on la met dans une petite boucle pour qu'elle tourne 1 million de fois, et on appelle V8 avec deux flags. Vous voyez, c'est ceux qui sont en vert. J'ai aucun mérite, hein, c'est carbon.sh qui les a fait tout seul. Avec trace opt et trace déopt. Trace opt, trace les optimisations. Trace déopt, trace les désoptimisations. On va voir les désoptimisations, après vous allez voir, c'est génial. En fait, c'est peut-être moi, mon talk à moi qui donne ma tête, peut-être pas le suivant. Après, je mets un petit grep myAddition, histoire que ce soit pas trop verbose. Oui. Bon, allez, on va regarder un peu ce qu'il y a là. À la ligne 2, on a marking JS function myAddition for optimization. Parce qu'il s'est rendu compte que la fonction était suffisamment small pour qu'on l'inline. Il est gentil, il vous explique pourquoi il optimise. Compiling method, parce que là, il est en train de le faire en parallèle dans un autre thread, histoire de ne pas bloquer le main thread. Optimizing, alors ça, je ne sais pas pourquoi il nous dit compiling et optimizing. Et à la fin, il nous dit completed optimizing my function. Et donc, la fonction est optimisée pour une fonction qui a la signature nombre, nombre, et retourne un nombre. OK? Et maintenant, dans notre immense perversion, on va réappeler la fonction dans une boucle, sauf qu'à la ligne 10, on l'appelle avec un string en deuxième argument. Bah oui, j'ai le droit en JavaScript, non? Du coup, je le fais. Et là, mon petit V8, bah, il se met en petite PLS, mais elle est petite parce qu'il sait en recouvrir. Et il me dit bailout, deopt, des optimisations,
Reason not a SMI. Alors SMI, c'est une notion assez importante dans V8. Ça veut dire small integer. En fait, il y a les nombres, il y a les big integers, et il y a les nombres en JavaScript. Et bien les nombres ne sont pas tous égaux dans V8 parce qu'il y a les small integers et les autres. Et les small integers, c'est un type précis. Donc là, on commence déjà à apprendre un truc, c'est que même si vous utilisez des numbers, si du point de vue JavaScript, votre code, il a toujours le même type, sous le capot, jeu de mots, il a des types différents. Donc là, il nous dit, bon ben voilà, maintenant je désoptimise, du coup on va repartir sur la fonction interprétée en bytecode. Et maintenant, Igno7, il fait, bon c'est bon, je trouvais que maintenant la signature, c'était pas small integer, retourne un small integer, c'est small integer, string ou small integer, et que ça retourne un string ou un small integer. Donc ça aussi, c'est optimisable. Donc là, on peut réoptimiser pour la réécrire en assembleur directement et repartir sur des bonnes perfs. Alors, oui, si j'étais vraiment sadique, je mettrais une nouvelle itération avec un nouveau type pour rajouter une désoptimisation, une réoptimisation. Mais vous savez, au bout d'un moment, V8, il passe l'éponge. Hein. Quand il se rend compte qu'il a optimisé et désoptimisé la même fonction 4 ou 5 fois, il abandonne. Donc, il ne faut pas trop jouer avec ses nerfs. Là, on va faire une autre fonction qui fait getO. Et celle-là, elle appelle le getter ou elle accède à la propriété O sur un objet qu'on lui passe en argument. Jusque-là, tout va bien. Oui, je sais, je piège avec des fonctions faciles. Et après, on va tourner en boucle et on va l'appeler avec O, un small integer, et A, un small integer, mais qui est une constante même. Jusque-là, tout va bien. Donc, on regarde les logs d'optimisation, encore une fois. Regardez, il est tout content. Il l'a optimisé à la ligne 5. J'aurais peut-être même pu afficher le nombre d'itérations qu'on a faites avant qu'il ait réussi à l'optimiser, parce que ça va plutôt vite et c'est plutôt agréable. Il l'a optimisé, il est tout content. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'avoir we can't have nice things, on n'a pas le droit d'avoir des choses bien. Donc, maintenant, on va l'appeler avec A0I OI. Alors, vous vous rappelez, avant, on l'appelait avec OI A0, et maintenant, je l'appelle avec A0 OI. C'est censé être le même objet? Eh ben non. Ligne 6, bailout, désoptimisation, reason, wrong map. Parce qu'en fait, quand je vous ai dit qu'il y avait des types qu'on ne voyait pas dans V8, eh ben c'est encore plus vrai sur les objets. Chaque fois que vous créez un objet, il va créer une map, une hidden class, une shadow class, les trois termes existent, qui va représenter l'objet, et c'est cette classe secrète, hidden, classe cachée, qui va utiliser en fait comme signature pour l'optimisation. Alors, est-ce qu'on est capable de demander à V8 de nous expliquer directement si deux objets ont la même classe cachée? Bah, bien sûr. On appelle la fonction %HaveSameMap et on met A0 au 10, A0 au 11, il va nous retourner true. Ils ont la same map, ils ont la même signature. Ces deux objets ont la même classe. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes propriétés qui ont été insérées dans le même ordre. Et oui, quand on vous dit l'ordre des propriétés, ça compte pas, et bien on vous ment. Et par contre, si je fais A0, O10, O10, A0, et ben il me dit false. Il me dit qu'ils n'ont pas la same map. Il y a aussi un truc qu'on appelle les optimization killers. Ça, c'est carrément des patterns de code JavaScript qui empêchent la fonction d'être optimisée tout court. Mais il y en a de moins en moins dans V8, donc c'est plus trop pertinent d'en parler. Si vous étiez à mon talk il y a 5 ans, c'était sur ce sujet-là. Et alors là, j'ai vu vos regards étonnés, ou du moins je les ai imaginés. C'est quoi ce pourcent là au début de l'appel de fonction? C'est pas valide en JavaScript en fait, ça comme nom de fonction. Et vous avez entièrement raison, mais j'aime pas qu'on me coupe comme ça dans mes talks, car s'il vous plaît, n'en faites pas. Console.log max SMI. Je vous parlais des SMI il y a 2 minutes, les small integers. Et bien on va poser la question de quel est le plus grand small integer disponible sur une machine. Donc on exécute le code et bien sûr, il nous insulte en allemand en nous disant, mais en fait, le %, j'en veux pas. Et c'est parce que bon sang, mais c'est bien sûr, on avait oublié le -- allo native syntax. Donc les allo native syntax, vous pouvez les passer aussi au démarrage de Chrome, vous les passez au démarrage de Node, vous les passez au runtime dans Node, on va voir ça juste après. Et ça vous permet en fait d'appeler ces fonctions qui sont des API internes à V8 et qui vous permettent d'avoir plus de connaissances sur ce qui se passe à l'intérieur de V8. Et du coup, ça nous répond à la grande question, mais quel est le plus grand petit integer? Eh ben, c'est 1,73 741 823 sur un i7.
Parce que bien sûr, sur une machine 64 bits ou une machine 32 bits, V8 ne va pas mettre le même. Donc prenez pas ce chiffre comme parole d'évangile et ne l'utilisez pas en fait. Dans Node, vous pouvez passer des flags à V8 directement pendant le runtime. Parce qu'il y a une méthode pour ça, set flag from string. Du coup, après, vous voyez, j'ai dû mettre un eval pour pas qu'il essaye de reparser le code, et qu'il crache au moment du parsing de code. Mais vous pouvez les mettre au passage. Bon, voilà, ça c'est un cool petit hack si vous avez envie de faire des choses un peu ignobles. Alors, où est-ce qu'est la documentation? Eh bien, dans le code C++. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est même pas lié aux implèmes, c'est juste des macros qui les définissent. Donc, c'est un peu la complicitude abominable pour comprendre ce que font ces méthodes. Alors, il y en a qui ont des noms assez compréhensibles, hein, du style throw invalid string length, ça à la limite, qui prend 0 argument. Premier nombre, c'est le nombre d'arguments. Ça va. Moi, ma solution, c'est je vais sur grep.app et j'essaye de voir s'il n'y a pas un test de V8 qui l'utilise. Ça permet de faire des choses, hein, promis. Et en fait, ça va nous permettre de répondre à plusieurs questions que tout le monde se pose, du moins moi, sur l'optimisation et sur comment V8 marche sous le capot. Donc, on va prendre une fonction assez simple, qui est un peu un mix de nos deux fonctions simples de tout à l'heure. La fonction ado, qui prend un objet, puis quelque chose, et qui retourne objet x.o plus b. Jusque-là, tout va bien. On va l'appeler ado noopt, puis on fait la même ado opt. Et on va appeler la native syntaxe never optimize function on ado noopt. Et on va faire un warm-up, puis on va demander à V8 d'optimiser, à la ligne 15, là, d'optimiser ado opt. Le but, là, c'est essayer de savoir si ce que je raconte, c'est complètement inutile, ou si l'optimisation de code devrait quand même être prise en compte pour voir s'il y a des changements drastiques. Alors on va faire tourner avec benchmark.js, on fait tourner tout ça, et en fait on se rend compte qu'on a un ordre de grandeur de performance perdu quand on n'optimise pas le code. Donc je reprends, on a deux fois la même fonction, on les appelle exactement le même nombre de fois chacune. Là, c'est des fonctions assez simples qui prennent une propriété. Il y en a une à qui on a dit never optimize, il y en a une sur laquelle on a eu la garantie qu'il y a eu une optimisation, et là, sur celle qui n'est pas optimisée, on a 70 millions d'opérations secondes, alors que sur la version optimisée, on a 161 millions de runs secondes, de calls secondes. Donc c'est quand même une différence de perf un petit peu utile. Est-ce qu'on peut regarder le statut d'optimisation d'une fonction depuis le code? Ce serait utile, hein, pour comprendre, débugger. Vous voyez, vous mettez votre débugger à un endroit, vous exécutez un script pour essayer de comprendre pourquoi ça se traîne. Donc, c'est pas mal, comme ça je peux cacher le truc, je peux faire les animations que j'ai pas fait. On prend toujours la fonction getOut tout à l'heure, hein, qui fait juste x.o. Et on a une méthode qui s'appelle printStatu ifChanged, qui nous display le statut d'optimisation s'il a changé. Donc on l'appelle d'abord avec des objets qui ont OI. Vous voyez, là on a notre log, du coup il fait sa petite optimisation, donc on regarde ce que ça donne. Il nous dit d'abord c'est une fonction et elle est interprétée. Okay. Après il nous dit c'est une fonction, il n'est plus très sûr de ce qu'il fait. Après il l'envoie dans la baseline, c'est un deuxième compiler dans V8 qui s'appelle Litoff, qui est pas mal pour ça. Après il se rend compte qu'il peut vraiment l'optimiser avec Turbofan. Du coup il nous dit marked for concurrent optimization. Au call suivant, il nous dit qu'il a commencé à l'optimiser de façon concurrente, c'est-à-dire dans un autre thread. Notre thread peut toujours s'exécuter, mais il optimise le code. Et après, il nous dit elle est optimisée, et elle est optimisée avec Turbofan. Alors pourquoi il y a le optimisé avec Turbofan? Parce qu'à l'époque, il y avait un autre moteur d'optimisation qui s'appelait Crankshaft, ce qui veut dire ambulance, si mes cours d'allemand ne sont pas trop loin. Crank, c'est malade, et je sais plus. Quelqu'un peut confirmer? Non? Oui, c'est un truc du genre. Je vérifierai parce que... Et donc il est content, il l'a optimisé. Et après maintenant on la réappelle, sauf qu'on a changé la hidden class, la shadow class. Et là vous voyez, il nous redit ah bah K is function, hein, on est reparti sur... pardon. Excusez-moi, je pensais pas qu'on vivait dans le futur dans des proportions. Donc il nous redit K is function, puis il réoptimise. Et comme ça, plusieurs fois, avec toutes les abominations de Satan que je veux bien vouloir lui passer, genre un set en argument, et à la fin je lui passe même un objet plutôt sympa, et à chaque fois, sans se démettre, il va désoptimiser, réoptimiser de façon concurrente, tout ça pour que le code tourne de mieux en mieux. Parce qu'en fait,
j'ai beau vous parler de l'optimisation, un des buts de la team V8, c'est quand même de faire un truc qui fait tourner vite le code que vous écrivez, pas le code que vous écrivez pour V8. Et par rapport, il y a une dizaine d'années où on devait vraiment régulièrement réfléchir à comment V8 allait interpréter le code quand on essayait de faire des choses un peu sérieuses dans Node. Là, c'est fini et V8 a été pensé pour faire de mieux en mieux le code que les gens écrivent pour de vrai. Alors maintenant, si vous trouvez des slow paths, n'hésitez pas à la remonter à la team V8 si vous expliquez assez bien pourquoi c'est un slow path. Ils seront très contents de l'optimiser. Oui, alors ça, c'est pour mémoire. Ça, je l'ai complètement piqué dans le code de V8 et c'est ma fonction print status if changed. Parce que bien sûr, il y a une native syntaxe get optimization status qui vous retourne un nombre sur lequel il faut prendre des opérations de bits pour récupérer exactement quel est le bit à quel endroit. Slide suivant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut manipuler la mémoire? Est-ce qu'on peut demander est-ce que le garbage collector tourne maintenant? Est-ce qu'on peut demander est-ce que des objets soient alloués dans certaines classes du garbage collector immédiatement? Oui. Est-ce qu'on a bien envie de le faire? Autant les trucs sur l'optimisation, c'est utile pour certains, autant manipuler la mémoire à la main, je pense que c'est tellement casse-gueule que je ne le recommanderais pas. Et pourtant, je mets les bras dans les trucs d'optimisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut comprendre comment le code s'exécute et comment la mémoire se comporte et comment le garbage collector se comporte dans V8? Et bien en fait, on utilise les debug tools. Ils ont été pensés pour. Donc vous avez le Chrome Debug Protocol. Alors, vous connaissez tous les debug tools, hein, quand vous faites clic droit, inspecter la page, et que vous avez plein de petits outils ultra sympas qui vous permettent de manipuler le DOM, de regarder l'exécution de JavaScript, etc. Même d'avoir un debugger, hein, il y a un vrai debugger sérieux dedans. Et bien en fait, mais comment ça marche under the hood? Et est-ce qu'on peut l'utiliser avec des API? Et ben en fait, derrière, il y a un protocole qui a été pensé pour communiquer à travers WebSocket. Donc en fait, vous pouvez ouvrir un port WebSocket sur un process node, sur un Chromium, et lui envoyer des commandes à partir de ce protocole qui est disponible et documenté par Google directement. Vous voyez, Puppet et Playwright, en fait, ça marche un peu comme ça under the hood. Ils passent des communications du Chrome Debug Protocol, en tout cas pour Chromium. Et ça expose des choses hyper sympas. Le debugger, un heap profiler, du CPU profiling. Et l'intérêt, c'est que quand vous êtes dans Node, vous pouvez même l'appeler depuis l'intérieur de votre process Node, et donc commencer à faire du profiling. Et en fait, ce que ça vous retourne, c'est pas un display dans les DevTools, c'est pas un display dans les DevTools qui est retourné par le profiling fait par le protocole, c'est un JSON. Et donc si c'est un JSON et que le format est documenté, on peut fabriquer des tools qui vont automatiquement détecter quelles sont les fonctions les plus lentes, quelles sont les fonctions qui prennent le plus de temps et qui ralentissent ce que je fais. Ce qui peut être assez utile quand vous surveillez des fonctions qui ont l'habitude de faire du rendu aux fraises. Ce qui est assez cool, c'est que vous pouvez aussi avoir des moyens de contrôler les CPU profilers qui ne sont pas exposés dans les DevTools directement. Alors, comment marche le CPU profiler dans V8? Il marche par polling, c'est-à-dire que toutes les n millisecondes, il regarde quelle est la fonction qui est en train de tourner. Il regarde quelle est la fonction qui est en train de tourner. Et vous pouvez changer cet intervalle. Et ça arrive assez souvent qu'on se batte parce qu'on ne voit pas les fonctions qu'on veut voir, parce qu'elles sont plus courtes, ou parce qu'il y a deux appels à la suite de la fonction, et du coup on voit un appel beaucoup plus long que ce qu'il a réellement fait, parce qu'il s'est rendu compte, ah bah, la même fonction a été exécutée sur deux ticks à la suite, je vais les merger. Et donc vous pouvez contrôler ça en payant un coût de performance, of course. Et vous pouvez aussi inspecter le contenu de la mémoire. Donc quand vous faites un heap dump dans V8 pour aller regarder tous vos objets, et bien en fait derrière, c'est un JSON que vous pouvez aller uploader là-dedans. Et du coup, vous pouvez aussi fabriquer un tool qui prend des heap dumps régulièrement et qui compare quels sont les objets qui sont en train de leaker en termes de mémoire. Si ça vous intéresse, j'ai fait un talk à une conf à Tel Aviv l'an dernier où j'explique comment même le faire de façon remote. Et c'est Vincent chez Voodoo qui a aussi fait un super blog post où ils expliquent comment ils le font sur leur serveur, et moi j'en ai fait un sur le blog de Screen où j'explique comment à partir d'une instance Heroku qui tourne, vous pouvez vous connecter et commencer à faire des heap dumps et des CPU profiles. Ça n'est utile que quand vous êtes vraiment, vraiment au bout du rouleau et que vous ne comprenez pas pourquoi votre prod se comporte comme ça. Mais Dieu merci, ça existe. Mais là, tout ça, c'est déjà dans les DevTools, mais en effet, et je vais me répéter, mais en fait, vous pouvez le faire remotely, du coup. Vous pouvez automatiser vos diagnostics.
Et vous pouvez aussi scripter votre debugger. Ah, je ne l'avais pas prévenu là. Et ben oui, comme dans GDB, vous pouvez automatiser le debugger en faisant des scripts Python. Et ben vous pouvez aussi automatiser votre debugger en JavaScript et qui fasse des sessions de debug, qui place des breakpoints, qui exécute du code à des endroits. Et ça peut être extrêmement utile. Voilà, j'espère que vous êtes tous à 3 boîtes de Doliprane, ou j'espère pas. Et est-ce qu'il y a des questions, des insultes, des remarques? Oui, j'ai deux petites questions. La première, on va revenir au tout début du talk. Tu as fait des fonctions avec des boucles, et notamment tu es allé sur 1 million. En gros, il optimise à partir de combien d'itérations ou de passages sur le code? C'est une bonne question, en fait, ça va dépendre de l'intégralité de ce qui est en train de tourner dans ton app. Donc là, d'expérience, quand tu as une boucle comme ça, c'est à peu près aux alentours de la 450-500e itération. Et en fait, on pourrait le voir parce qu'il suffirait de faire un console.log de i, mais on polluerait aussi avec le pass d'optimisation de console.log et d'autres fonctions, mais pourquoi pas. Et du coup, on pourrait voir les nombres et le log qui se mettrait entre les nombres. Mais c'est à peu près à ce niveau-là pour une fonction comme celle. Ok, du coup, j'ai une deuxième question qui est un peu sur cette base-là. Node.js, c'est pas forcément pour faire des serveurs qui tournent en continu, c'est aussi pour faire des scripts. Et dans le cas des scripts, peut-être qu'on passerait un certain nombre de fois faible dans une fonction et du coup, elle serait pas optimisée. Est-ce qu'il y a moyen de forcer une optimisation dans un fichier? Alors oui. Builder un script, en fait. En fait, c'est ce que je... Alors, il y a deux moyens. Ou bien tu fais optimize function on next call avec la native syntaxe. Et il faut que tu aies un certain nombre, faut que tu aies quelques appels, 5 ou 6 avant, histoire que la signature soit connue. Ou bien, il y a des... Alors, dans V8, il y a un langage qui s'appelle Torquay et qui permet d'écrire des scripts qui compilent directement vers du code optimisé. Le seul problème, c'est que tu es obligé de recompiler V8 pour injecter ton script Torquay. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, en ce moment, il y a Joyi Chung de chez Igalea qui travaille sur une initiative qui est overcool, qui sont les snapshots dans V8. Alors V8, ils sont en train de travailler sur un concept de snapshot qui vous permet de prendre l'état d'un code JavaScript et de le répliquer et de redémarrer l'exécution d'un programme par là. Alors on va d'abord l'utiliser en interne dans Node pour accélérer le temps de démarrage de Node, mais le but c'est que ce soit très très vite accessible au end user pour que en un temps extrêmement rapide, vous vous retrouviez avec votre programme dans l'état dans lequel vous l'avez snapshoté. Et donc tu pourrais train ton script avec ça, faire un snapshot et distribuer le snapshot plutôt que le script du coup. Au bout de la 400e fois, et peut-être qu'il optimiserait. Mais c'est toi qui fais les 400 avant de livrer ton truc et tu mets ton fichier de snapshot à disposition. Et là où ça va aussi changer tout, ça va être sur tout ce qui va être function as a service, où les cold start vont être découpés en morceaux en termes de loading de code en tout cas. Et donc ouais, vous suivez le truc de Joyi, c'est super cool. Ouais. J'ai l'impression que tu fais pas vraiment des formulaires ou des API comme un des mortels que nous sommes. Et du coup, de quoi ta journée chez Datadog elle est composée en fait? C'est une assez bonne question. Alors c'est pas du tout représentatif d'une journée type chez Datadog. Et on embauche. Et oui, alors c'est vrai qu'une journée chez Datadog, ça commence d'abord par un petit déjeuner. Et à 16h, il y a Céline qui fait des crêpes ou des gaufres, où je fais des smoothies. Donc ça, c'est deux éléments très importants. Et 3 jours par semaine, on a le repas offert aussi. Alors moi, je supervise les teams d'instrumentation pour security. C'est plutôt mon ancien taf qui est intéressant, celui que je faisais avant l'acquisition et celui sur lequel j'étais placé. On fait de l'instrumentation de code. Donc Datadog a plusieurs équipes qui vont instrumenter du code pour trouver des performances, pour les problèmes de performance, l'APM, ou trouver des attaques de sécurité au runtime, Application Security Monitoring, où Maurice et moi sommes les fiers représentants. On a aussi live profiling, live debugging. Le but, c'est vraiment de vous fournir beaucoup de choses qui marchent dans votre code, dans vos serveurs, pour vous donner de l'observabilité. Et donc tout ça, c'est des compétences qu'on doit comprendre parce que quand on injecte des choses dans le code de nos utilisateurs, et ben en fait, ils n'ont pas envie nécessairement de payer pour du temps de CPU ou d'avoir des ralentissements de serveur pour ce code, pour lequel ils payent d'ailleurs un abonnement SaaS. Donc on doit être ceinture bretelle pour comprendre ça. C'est aussi des connaissances qui sont hyper importantes
en tant que développeur du core Node parce que on essaye de garder un bon profil de performance sur le core Node directement. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des discussions pour passer le code ou enfin, l'avoir directement de manière compilée? Je sais que Vercel, ils avaient tenté un truc avec des edits pour transformer du coup ton code Node en exécutable. Et du coup, est-ce qu'il y a déjà eu cette discussion au sein de... C'est un peu compliqué parce que c'est un bon point parce que je pense que j'ai pas dû être très clair là-dessus sur le talk. Mais cette fonction, comment tu la compiles en assembleur en fait? Parce que tu vois, elle est valable avec des objets, elle est valable avec des regex, elle est valable avec des sets, elle est valable avec des strings, des numbers. En fait, elle est valable avec tous les types en entrée. Et c'est pour ça qu'en fait, la solution, elle est plutôt dirigée vers les... Ou bien tu connais l'intégralité du code et il n'y a aucun input utilisateur, et du coup, oui, tu pourrais pouvoir faire des optimisations. Il y a un gars à Montpellier dont j'ai oublié le nom qui a écrit un compiler là-dessus, je peux essayer de retrouver le nom, qui arrive à compiler des morceaux. Si on s'intéresse par exemple à un projet comme AssemblyScript, dont le but c'est de fournir un langage proche de JavaScript qui compile vers WebAssembly, et ben en fait tu te rends compte assez vite que il a quand même réduit les règles de TypeScript. Le any est prohibé, il faut bien typer tes nombres, etc. Parce qu'en fait c'est un problème extrêmement compliqué que de compiler du JavaScript sans connaître son état d'exécution. D'où l'architecture dans laquelle en fait on exécute le code pour comprendre comment il marche avant de pouvoir le compiler. Donc c'est plus une problématique de typage pour être sûr qu'on va savoir c'est un UINT bit. Ouais. Oui, c'est en tout cas le top de l'iceberg de la problématique de compiler JavaScript. Oh, j'ai jamais eu autant de questions sur un talk sur V8. C'est quoi la durée de vie du code optimisé? Est-ce qu'il va le garder sur plusieurs runs, sur plusieurs clients Eh bien, dans le même process, normalement, tant qu'il n'a pas de raison de le désoptimiser, il ne le désoptimise pas. Et je viens de me souvenir pourquoi il nous met isFunction là. Parce qu'en fait, il va aussi compiler la fonction uniquement à partir du moment où elle est appelée. Donc là, probablement que ce premier isFunction, je ne suis pas sûr pourquoi on l'a ici, mais celui-là, à cet endroit-là, la fonction n'est même pas réellement interprétée. Le bytecode est JIT plus tard. Il y avait une autre question. Ouais. Est-ce qu'il existe des règles ESLint qu'on va appliquer pour avoir que du code optimisé pour régler le problème? Je les connais pas. Et la question que tu n'as pas posée, à laquelle je vais quand même répondre, c'est est-ce que si je fais du TypeScript hyper bien typé, mon code va s'optimiser encore mieux? Et en fait, dans l'ensemble, c'est plutôt un truc qui est découragé. Si tu vas voir la doc de TypeScript, ils vont dire le but, c'est pas de faire du JavaScript optimisé, c'est de faire du JavaScript que les gens écriraient. Et en fait, ce serait un peu le serpent qui se mordrait la queue de dire aux gens comment écrire leur JavaScript, alors que côté Google, ils disent nous, notre but, c'est d'exécuter le JavaScript que les gens écrivent. Donc, je les connais pas, mais en tout cas, elles sont pas promues de ce côté-là. Et tu peux les découvrir si tu essayes de faire une PR sur CoreNode et que tu fais des mauvais paths et que Matteo Collina, le gourou de la perf, te reprendra dessus et tu les apprendras. Je peux le poser en anglais? Yeah, sure. Okay, sorry. The thing is that I made once an application that I have to test this, and when the function is optimized, it's like very huge the change. Okay, but then I was thinking, if it's that huge, it should impact the performance of my application. But when I was testing this in real life applications, that's not the case. Like you barely don't notice the optimization. So when's a good point to say, okay, we need to apply this and start optimizing the application? That's a good question. I will answer it in English, then... Ok, très bien. Là, est-ce qu'il faut que je rappelle un peu la question en français? Oh, tout petit peu. Globalement, à quel moment on doit commencer à se poser la question? Parce que d'expérience, on peut regarder, mais sur une application complète, l'impact du code optimisé n'est pas visible de prime abord. Je pense qu'il faut prendre la question dans l'autre sens et il faut dire c'est plutôt des connaissances à avoir pour quand votre code va lentement. C'est pas des connaissances à avoir à utiliser pour écrire du code qui va rapide, c'est des connaissances à utiliser pour quand on a du code lent et qu'on comprend pas pourquoi il est lent. If that makes sense. Yes. Oui, une petite dernière question. L'AST, est-ce que le package, on peut s'en
est-ce que vous avez, par exemple, moi, je fais mon live, je utilise votre ASP, c'est possible, ou alors c'est plutôt Malheureusement, le code parseur de V8 n'est pas modulaire, du coup il ne peut pas être réutilisé. Mais il y en a des très 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 bons écrits en JavaScript, Esprima et Acorn, par exemple. Et encore, j'ai pas mentionné que V8 exécute aussi le WebAssembly, mais ce sera pour un autre talk. Est-ce que les optimes dans V8 sont à peu près les mêmes que dans JavaScript Core ou SpiderMonkey ou pas du tout? J'en ai aucune idée. Parce que quand on fait du code node, on tourne dans un seul contexte, mais si on fait du front, C'est pour ça que je fais que du Node. J'en ai aucune idée je saurais pas du tout dire. parce qu'en front, on a vraiment besoin de s'en préoccuper, c'est presque plus les créateurs de framework qui vont faire du code sur notre optime. Je pense sincèrement c'est le talk qui ne sert à rien jusqu'au jour où il y a un client qui se plaint que sur son Chrome, ça se traîne vraiment et que tu arrives à trouver la méthode dans React qui se traîne pour que tu puisses aller trouver la personne qui l'a écrite, où ses enfants vont à l'école. Et Ça, c'est le seul, il y a un autre problème, parce que comme ils utilisent Chrome. si tout le monde utilisait Chrome, le monde serait... C'est le bon moment.